Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 22 juillet 2017. Les Palestiniens ont organisé vendredi une journée de la colère contre les nouvelles mesures restrictives mises en place par le régime israélien aux entrées de l'esplanade des mosquées à Quds. Les forces israéliennes s'en sont prises violemment aux manifestants palestiniens à Quds, aux abords de la mosquée Al-Aqsa. 4 Palestiniens ont été tués en martyrs et des centaines d'autres ont été blessés. En effet, pour les Palestiniens, l'installation des portiques de sécurité par le régime de Tel Aviv sonne comme une véritable violation du statu quo de 1967. Les Palestiniens y voient une tentative de la part d'Israël de changer l'identité du 3e lieu sacré des musulmans. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission du débat, nous nous pencherons sur la situation actuelle à Quds, les nouvelles mesures restrictives lancées, mises en place en effet par le régime israélien et bien entendu la perspective d'une 3e intifada dans les territoires palestiniens. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Plusieurs fidèles palestiniens ont été tués et blessés vendredi 21 juillet près de l'esplanade des mosquées à Quds lors d'affrontements entre Palestiniens et les forces israéliennes. Une haute tension marquée par des heurts et des affrontements entre des citoyens palestiniens et des forces de l'armée israélienne règne depuis dimanche dans la ville sainte de Quds lorsque les autorités de l'occupation israélienne ont mis en place des portiques électroniques pour la détection de métaux au niveau des portes menant vers l'esplanade des mosquées et la mosquée Al-Aqsa. Depuis dimanche, les Palestiniens se rassemblent quotidiennement devant les portes menant à la mosquée Al-Aqsa où ils font leurs prières. Les forces israéliennes présentes en grand nombre dans la ville sainte n'hésitent pas à les charger et les disperser à coups de matraques, de bombes lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Les heurts et les affrontements ne sont pas limités aux environs de l'esplanade des mosquées, mais se sont propagés à travers toute la ville de Quds, occupée et annexée par Israël en 1967. Aucune prière n'a été accomplie dans la mosquée Al-Aqsa depuis l'imposition israélienne de détecteurs de métaux au niveau de ses portes, ce qui a fait monter la colère des fidèles et de l'ensemble des Palestiniens. La direction du Waqf, en charge de l'administration du site religieux, a décidé de fermer toutes les mosquées de Quds, appelant les fidèles à se diriger vers la mosquée Al-Aqsa pour faire la prière devant les portes de l'esplanade des mosquées. Les factions palestiniennes participent aux efforts de mobilisation des citoyens en lançant des appels à des rassemblements et des marches de colère contre la politique israélienne du fait accompli dans la ville sainte de Quds et particulièrement sur l'esplanade des mosquées. Sur le plan diplomatique, les réactions aux tentatives israéliennes d'imposer leur domination sur l'esplanade des mosquées sont plutôt timides. La majorité des pays arabes ne sont pas exprimés au moment où Israël prétend que les mesures prises à Quds l'ont été après consultation avec plusieurs pays arabes sans les citer. Ces mesures de sécurité restrictives ont ravivé les craintes des Palestiniens de voir le régime israélien prendre le contrôle exclusif du site où se trouve la mosquée Al-Aqsa. L'esplanade des mosquées est située à Quds Est, partie palestinienne de la ville dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par téléphone depuis Paris avec Mme Ginette Escandrani, présidente de l'association La Pierre et l'Olivier, et par Skype, toujours depuis Paris, avec M. Pierre de Brague, analyste politique. Alors, nous allons tout de suite commencer cette émission avec M. de Brague. M. de Brague, bonjour. Bonjour, mais la galanterie nous imposerait de laisser la parole à Mme Sangrani. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur de Brague, nous avons un souci de liaison avec
Madame Skandrani. Donc, si vous permettez, on va commencer avec vous. Les tensions restent vives à Rhodes, notamment aux entrées de l'esplanade des mosquées. Hier, une journée de la colère a été organisée par les Palestiniens. D'intenses affrontements entre les forces d'occupation israéliennes et les Palestiniens. Quelle serait, selon vous, une première question, M. Devrague, quel serait, selon vous, l'objectif de ces nouvelles mesures restrictives imposées par le régime israélien à l'esplanade des mosquées? Je crois que je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, je vous entends. Alors, on va communiquer comme ça. Alors, quelle serait, selon vous, une première question, M. Devrague, l'objectif de ces nouvelles mesures restrictives imposées par le régime israélien? Écoutez, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque le projet israélien, qui est un vieux projet, finalement reste le même, c'est-à-dire accentuer son emprise sur la Palestine et sur tous les lieux représentant la résistance à la colonisation avancée, à la colonisation sioniste. Et si vous voulez, le projet israélien est celui du Grand Israël, et c'est le même depuis plus de 70 ans. Et cet événement s'inscrit totalement dans cette logique-là. Alors précisément, effectivement, ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées représente pour les musulmans et pour les Palestiniens un symbole religieux, mais aussi un symbole identitaire, et c'est le symbole de leur résistance, si vous voulez. Mais ce que les Israéliens appellent, eux, le mont du Temple, représente autre chose. C'est là qu'on rentre dans une dimension quasiment eschatologique, c'est que l'annexion au prétexte sécuritaire via l'installation de portiques et effectivement maintenant de répression et de meurtre quasiment, explicitement, l'annexion du mont du Temple représente pour eux la prise de contrôle en adéquation avec leur vision théologique de la chose, puisque le mont du Temple est pour eux le lieu où il faudra reconstruire le temple de Salomon, qui est, si vous voulez, un projet inscrit dans la Bible, hein, un projet inscrit dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un tabou, car personne ne parle jamais du mensonge du projet sioniste laïque et de la réalité du projet religieux du sionisme. Merci infiniment, Monsieur Devrague. Restez avec nous. Nous sommes également en ligne, je vous le disais en début de cette émission, avec Madame Ginette Skandrani, présidente de l'association La Pierre et l'Olivier, depuis Paris. Madame Skandrani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, Madame Skandrani. Oui, bonjour et merci aussi de m'inviter. Les responsables israéliens, Madame Skandrani, ont prétendu qu'ils n'avaient pas l'intention de changer le statu quo à Rhodes. Et pourtant, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que Tel Aviv n'enlèvera pas les détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées, mais que la situation serait réexaminée. Dans ce contexte, les Palestiniens accusent Israël de vouloir changer, de vouloir en effet prendre le contrôle exclusif de la mosquée, en effet de ce lieu saint, du troisième lieu saint des musulmans. Qu'en pensez-vous, Madame Skandrani? Vous faites bien de dire le contrôle exclusif, parce que le contrôle, ils l'ont déjà. Hein. Faut pas rêver. J'ai été à Jérusalem, je connais le lieu, je sais comment c'est fait. Déjà, à l'époque, quand j'y étais en 89, fallait faire... c'était tout un circuit pour avoir accès à la mosquée, et je suis française, j'ai dû montrer mes papiers, pour y arriver, et un ami palestinien qui était avec moi m'a donné le bras pour pouvoir y arriver, parce que sinon il ne pouvait pas y arriver jusqu'à la mosquée. Donc maintenant ils mettent des portiques de sécurité. Écoutez, Jérusalem est complètement cernée par Israël, complètement, avec les colonies de peuplement partout, tout autour, des routes de contournement tout autour. Jérusalem est très difficile d'accès pour les Palestiniens. Et maintenant, s'ils mettent en plus les détecteurs, bonjour les dégâts. Et
ils veulent empêcher de passer tous les adultes qui ont moins de 50 ans. J'ai entendu aux infos. Écoutez, Jérusalem a été déclarée lors de la résolution 180 votée en 1947 le 29 novembre, et elle n'a pas été changée, cette résolution, a été déclarée ville internationale pour les 3 religions. Mais jusqu'à présent, Israël annexe tout et le côté arabe de Jérusalem est plus ou moins annexé. Je l'ai vu, j'étais sur place, et ça ne m'étonne pas que les Palestiniens se révoltent. Ils sont complètement encerclés, étouffés, ils n'ont accès, vous dites que Jérusalem c'est le 3e lieu saint de l'islam, mais ils n'ont pas accès à ce 3e lieu de Jérusalem, de l'islam. Donc moi je les comprends bien. D'ailleurs, moi je me demande pourquoi ils ont arrêté la résistance, parce que à mon avis la seule chose qui peut sauver la Palestine, c'est la résistance, c'est la résistance de tout un peuple, quel qu'il soit, de quelle tendance qu'il soit, c'est de résister ensemble. C'est la seule solution pour les Palestiniens pour conquérir leur pays et leur capitale. Merci infiniment, Madame Skandrani, restez avec nous. Monsieur De Brague, alors l'arme unique qui reste pour les Palestiniens, comme l'a fait remarquer Mme Skandrani, bien sûr, c'est la résistance. D'autre part, alors le gouvernement israélien, le gouvernement de Benjamin Netanyahu reste sous pression. Alors, des membres le plus à droite de son cabinet pour imposer, en effet, sa domination, justement, à la mosquée Al-Aqsa. Ceci étant dit, à quel justement scénario faudrait-il s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à un embrasement général? Est-ce que la Palestine va connaître une 3e intifada? C'est possible quand on regarde la situation, notamment dans la bande de Gaza, qui est effectivement assez catastrophique et assez tragique et assez anxiogène à ce niveau-là. Mais on parlait de résistance, mais si vous voulez, le débat est bien plus large que ça. La question israélo-palestinienne est une question éminemment internationale, puisqu'on connaît l'influence du lobby sionisme et de la diaspora israélienne, etc., etc., et l'impact de ce conflit sur toute la région. Et notamment, en ce moment, la région est bouleversée à différents niveaux par la recomposition des alliances qui sont la conséquence de l'intervention russe, des propositions américaines, des rapports de force. On sait qu'il y a une très grave crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et le Qatar, etc., etc. Bref, le Proche-Orient est dans une situation de remodelage très complexe. Et la situation israélienne et cet événement, en particulier cet événement à l'esplanade des mosquées, n'est pas étranger, si vous voulez, n'est pas amputé de cette situation, car si Israël se raffermit, s'endurcit, endurcit sa répression en interne, c'est aussi parce qu'Israël est mis en difficulté, très en difficulté au point de vue externe, au point de vue extérieur. En l'occurrence, après l'intervention russe en Syrie, les nouveaux accords américano-russes, etc., etc., la libération de Mossoul, Israël perd beaucoup de terrain sur sa stratégie, par rapport à sa stratégie, qui est la stratégie que je vous expliquais tout à l'heure, la stratégie du Grand Israël. Et dans ce cadre-là, on sait très bien que Daesh, etc., et les rebelles syriens et d'autres, n'étaient que des idiots utiles du sionisme. Et comme ces idiots utiles se font littéralement botter le cul et qu'ils perdent du terrain et qu'ils vont peut-être même disparaître sous influence du Hezbollah et de l'Iran, etc., etc., Israël est en panique car Israël perd ses petits soldats. Et pour continuer à vivre et à survivre tel qu'il l'entend, c'est-à-dire se développer et annexer le plus de territoire possible, donc le Golan, l'esplanade des mosquées, etc., etc., Israël va être obligé de montrer son vrai visage, et c'est ce qui se passe de plus en plus en ce moment, et de se durcir. Donc oui, nous pouvons aller vers une 3e intifada, mais nous pouvons aller aussi vers une guerre internationale de plus grande ampleur, même si je pense que ça ne sera pas le cas, car des accords ont déjà été passés entre Turcs, Américains, Russes, Iraniens, etc., etc., et que certains qu'Israël va peut-être y trouver son compte en réussissant à annexer plus ou moins légalement le Golan, malheureusement. On pourra en parler après si vous voulez.
Merci, merci infiniment, justement, puisqu'on est là. Madame Skandarani, pourquoi aujourd'hui Israël est en mauvaise posture, à la fois à l'intérieur des territoires occupés, mais aussi à l'échelle internationale? Oui, parce qu'il y a déjà le boycott de l'État d'Israël qui marche assez fort. Le mouvement BDS prend de l'ampleur un peu partout, en Europe du Nord, en Angleterre, et dans d'autres lieux, même aux États-Unis. Et donc, Israël se rend compte qu'il est en train de perdre pied par rapport à ce boycott. Et puis, et notre cher président Macron, qui l'invite en France pour l'anniversaire du Veldiv, c'est quand même aberrant. Netanyahou est boycotté dans plein de pays européens et puis Macron l'invite en France. Donc c'est peut-être pour arriver à la rescousse de Netanyahou, je n'en sais rien. Parce que les États-Unis protégeant toujours Israël et Macron marchant avec les États-Unis, c'est évident qu'ils essayent de sauver Israël. L'intervenant précédent a tout à fait raison que l'Israël est en train de perdre du pied, ne serait-ce que par rapport à la Syrie. La Syrie, Hafez el-Assad a montré son poids en restant face à ce qui arrivait, à cette guerre, avec l'aide de la Russie, du Hezbollah, de l'Iran, etc. Donc il y a le camp qui est en train de changer, on le voit déjà entre les problèmes entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Parce que le Qatar, soi-disant, se range du côté de l'Iran, donc l'ennemi principal aujourd'hui devient l'Iran. Donc il y a plein de choses qui changent, qui bougent actuellement en Moyen-Orient. C'est pour ça que Netanyahou veut en profiter pour lancer ce genre d'agression contre les Palestiniens, mais il va se tromper parce que les Palestiniens se sont plus ou moins réveillés. Et la résistance reprend et à mon avis, il y a une intifada qui se prépare. Et de toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ils vivent actuellement. Et c'est pas Mahmoud Abbas en coupant les relations qui va les aider. Non, la seule façon de se battre, en fait, c'est de résister. C'est de résister, en fait, tous ensemble, avec Gaza, avec les gens de Jérusalem, avec les gens de Cisjordanie. Et donc, moi je les soutiendrai de toute façon, mais je crois qu'ils ont raison de se révolter. Merci, Madame Skandarani. Monsieur De Brague, alors, justement dans le contexte des évolutions de la région, surtout sur le champ d'opération syrien, il paraît qu'Israël, là, justement, accumule des revers. Est-ce que cette politique, l'intensification de la répression à Rhodes, n'est-ce pas plutôt une tentative de détourner l'attention de l'opinion publique israélienne, mais aussi régionale, de ces débâcles, notamment en Syrie? Si, c'est tout à fait le cas, c'est l'occasion d'eux, mais c'est bien plus puissant que ça et pervers que ça, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, Israël joue sur tous les tableaux et à de multiples tableaux en même temps. Donc c'est-à-dire que Israël, qui a la tradition d'alimenter les deux camps d'un conflit, est capable de jouer en ce moment même sa carte avec les Saoudiens, sa carte avec les Qataris, sa carte, elle essaye de jouer sa carte avec les Américains et les Russes, et c'est peut-être un peu plus compliqué, avec les Turcs. Et au point de vue interne, c'est pareil, c'est-à-dire qu'Israël joue aussi la carte, essaye d'influencer le Fatah et Mahmoud Abbas, mais également le Hamas. Et Israël essaye de mettre sa patte partout et de réussir à s'en sortir par le haut par rapport à son projet. Et moi, je m'interroge sur la suite, car effectivement, je sais il semblerait qu'Israël a déjà prévu la suite, et notamment l'unification de la résistance palestinienne, mais sous le contrôle de quelqu'un qui serait, semble-t-il, sous les ordres israéliens, qui serait Mohamed Dayan. Donc je m'interroge sur ce qui va se passer, je m'interroge aussi sur les interventions externes, parce que peut-être que si la situation dégénère, les Américains
interviendront. C'est vrai qu'il était bien de faire remarquer précédemment qu'on n'a pas entendu Emmanuel Macron ni l'ONU sur toutes ces questions. Voilà, la situation est en suspens, il peut se passer beaucoup de choses. Affaire à suivre, affaire à suivre. Merci infiniment, Monsieur De Bragg. Madame Skandrani, alors, depuis son arrivée au pouvoir, vous avez évoqué tout à l'heure justement la tentative plutôt d'Emmanuel Macron de vouloir s'imposer dans le dossier israélo-palestinien, en vain peut-être, ou évidemment ce serait au profit du régime israélien, ni de la part du président américain Donald Trump, ni de la part du président français Emmanuel Macron, aucune initiative en effet efficace pour mettre fin justement à ce conflit. Mais la question qui s'oppose justement, alors même l'ONU malheureusement hier s'est contentée d'une condamnation verbale des violences et non pas de la politique répressive du régime israélien. Donc, ceci étant dit, alors que pensez-vous justement de ces démarches, de ces nouvelles approches des présidents français et américains, Madame Skandrani? Moi, je n'ai aucun espoir dans ces interventions. Parce que si vous voyez aujourd'hui la Palestine, il reste combien aux Palestiniens? Il reste même pas 20% de la Palestine historique. Et encore, ces 20% sont truffés de colonies de peuplement, de routes de contournement, sont carrément étouffés, c'est carrément une enclave. Ce n'est pas seulement Gaza. Gaza, il n'a aucun point de sortie, rien du tout, mais la Cisjordanie et le bout de Jérusalem qui reste, c'est exactement pareil. Donc, moi, je n'ai aucun espoir dans ce qu'on me raconte. Macron qui vient nous parler d'un État palestinien, on se demande lequel, un État palestinien qui serait dépendant d'Israël au niveau de la justice, au niveau de l'armement, au niveau de la police, parce que Mahmoud Abbas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la police, il aide l'État israélien. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter que les gens soutiennent un État palestinien, parce qu'un État palestinien complètement dépendant d'Israël, ce ne sera qu'une colonie de plus d'Israël. Donc, moi, je l'ai dit au début et je le dis toujours et je le redis, la seule solution pour les Palestiniens, ce n'est que de compter sur eux-mêmes. Parce que ce sont eux-mêmes, avec leur résistance, on l'a vu avec la première intifada, on a vu, ils étaient arrivés, si Arafat n'avait pas trahi avec les accords d'Oslo, ils seraient arrivés à beaucoup plus que ce qu'ils ont obtenu. La deuxième intifada, c'est pareil, chaque fois qu'ils se révoltent, il y en a toujours un qui passe derrière et qui veut négocier. À mon avis, on ne négocie qu'en position de force, pas en position de faiblesse. Et actuellement, les Palestiniens sont en position de faiblesse parce que tout le monde les a oubliés. Avec ce qui se passe en Syrie, avec ce qui s'est passé en Libye, avec tous les problèmes qu'il y a avec ce fumeux printemps arabe, tout le monde a oublié les Palestiniens. Et les Palestiniens, c'est quand même le nœud aujourd'hui de l'histoire du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient s'est construit autour de ce nœud. Tant que les Palestiniens ne seront pas libérés, le Moyen-Orient ne sera jamais libre. Madame Ginette Skandrani, présidente de l'association La Pierre et l'Olivier, Monsieur Pierre De Bragg, analyste politique, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.